Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce troisième numéro de Paysages littéraires. Tout d'abord, bonne année à chacun et à chacune, et que les mots des livres tissent une étoffe soyeuse de solidarité et d'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans la verdoyante ville de Lamentin, qui est connue pour son ancienne usine, appelée Grosse Montagne, qui a fermé en 1995, mais aussi pour son espace thermoludique René Toribio de Ravenschaud et ses nombreuses rivières et cascades, dont la fameuse cascade Bois-Banane, qui dispose d'un beau bassin propice à la baignade. On retrouve dans le roman d'Ernest Pépin, Coulée d'or, cette référence à la rivière. Cet écrivain poète majeur de la littérature antillaise est natif de Lamentin. Il a reçu de nombreux prix, entre autres le prix Casa Las Américas en 1991 pour Boucan de mots libres et en 2000 pour L'Écran rouge. C'est un amoureux de la nature, tout comme l'est notre invité dont la réputation n'est plus à faire. Tant effectivement, nous l'avons entendu en radio, en télé ou sur les réseaux sociaux, nous donner, nous prodiguer de précieux conseils. En effet, cet amoureux de la nature nous explique que même dans un petit jardin, nous pouvons faire pousser nos arbres fruitiers préférés en les mettant en pot. Je crois que vous l'avez deviné, notre invité s'appelle Yvon Joseph et il vient donc d'écrire et de publier un livre aux éditions Negmaron qui s'intitule « Comment cultiver son jardin en pot sous les tropiques ». Bonjour Yvon. Bonjour Laure. Je suis très heureuse de te recevoir. Je suis très heureuse d'être là, chez toi, dans ce merveilleux jardin. Beaucoup de Guadeloupéens ont déjà entendu parler de toi. Tu as déjà été invité de nombreuses fois, que ce soit en radio, que ce soit en télé. Mais en fait, qui est Yvon Joseph? Et comment t'est venue la passion pour le jardinage, pour le jardin? Est-ce que c'est un héritage de ton enfance? Absolument Laure, parce que ma maman, c'est une agricultrice, hein, et mon papa aussi, hein, sur ses vieux jours. Et en fait, ma maman a énormément innové aussi en Guadeloupe. Par exemple, les toutes premières tonnelles de Christophine, ben, c'est ma maman qui avait créé ça également. Ma maman a été aussi pionnière dans la culture des anthuriums et à 90 ans, elle continue encore. Elle vient de faire une serre où il y a à peu près 3000 anthuriums encore. Donc, tu vois, cet héritage-là que nous avons effectivement eu de ma maman. Et c'est vrai que tous mes frères et sœurs, nous sommes de près ou de loin liés à cet héritage-là, en fait. Donc effectivement assez proche de la nature. Absolument. Mais alors, qui est Yvon Joseph? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui te permet d'arriver jusqu'à ce livre-là que je montre à la caméra? Comment cultiver son jardin en pot sous les tropiques? Est-ce que tu as toujours travaillé effectivement dans tout ce qui concerne l'agriculture ou alors ça a été comme ça une passion que tu as rendue un peu plus concrète? C'est une passion qui est arrivée sur le tard, hein. C'est arrivé en 2009 en fait, hein. D'accord. Voilà, puisque avant ça, j'ai fait pas mal de petites choses, hein, puisque j'étais cuisinier, j'étais militaire, j'ai été responsable de supérette pour terminer comme responsable de production au laboratoire Phytobocase. Donc effectivement, j'ai un parcours qui est assez éclectique. Voilà. Donc je suis vraiment très étonné moi-même hein, de ce parcours qui je dois dire, me rend quand même assez fier parce que je sais d'où je sors et c'était pas nécessairement... Une voie tout tracée en voilà, fait. tout à fait. Quelle est ta définition du jardin? Parce que dans la préface de ton livre, Didier Destouches, donc universitaire, poète et peintre amateur qu'on ne présente plus, fait un rappel historique donc des différents jardins en France et dans le monde. Mais pour toi, qu'est-ce qui caractérise le jardin guadeloupéen ou plus largement antillais? On parle souvent de jardin créole, donc cet héritage que nous avons eu de nos ancêtres et je dois dire que je suis un petit peu l'enfant de ce type de jardin également, puisque dans mon jardin, j'ai un jardin que j'ai dénommé le jardin créole optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est-à-dire, en fait, sur une toute petite surface, j'ai pu planter vraiment un maximum de choses. Il n'y a pas de place perdue.
C'est-à-dire, par exemple, souvent dans un jardin créole, on a des sillons, des tombeaux, etc. Et on va mettre telle ou telle catégorie de plantes. Que avec mon système de jardin créole optimisé, c'est que si on prend un tombeau par exemple, hein, on peut Alors, mettre. est-ce que tu peux préciser un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas les expressions un tombeau? Parce que nous, tout de suite, on pense à Ah la ouais, mort, ouais. alors que je suppose que ça n'a aucun Non, rapport. non, non. En fait, on peut appeler ça aussi sillon, on peut appeler D'accord, ça. J'ai pas le mot encore qui me vient tout de suite là, mais ce sont l'endroit où on va disposer les plantes pour, comment dire, pour une meilleure production. d'accord. Voilà. Donc, et le fait de créer ce jardin en pot avec de multitudes de plantes, ben, c'est pour ça que je dis c'est optimisé, dans la D'accord. mesure, sur 16 mètres carrés, on a énormément de choses. On peut avoir des gombos, on peut avoir tous les aromates qu'on utilise tous les jours. On peut avoir des tomates, des concombres, des, euh, Donc c'est ça la spécificité selon toi du jardin guadeloupéen. Parce qu'en fait, si jamais on regarde les jardins à la française ou les jardins de Babylone comme il est question donc, dans cette préface, nous, notre jardin antillais, il se caractérise par quoi? Parce qu'il a quand même, je suppose, une spécificité. Oui, la spécificité, c'était de trouver un petit peu de tout. Puisqu'en fait, lorsque nos parents, faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas trop d'argent qui circulait. Donc, tout l'argent, j'appelle ça d'ailleurs l'argent imprimé, c'est l'argent qu'on a dans son jardin, hein. Donc, c'est tous les arbres, tous les légumes, tous les aromates qu'on a dans son jardin. Donc, les parents, au lieu d'aller acheter du thym, du persil, des choses comme ça, mais ils allaient dans le jardin chercher les aromates. Ils allaient chercher leurs concombres, ils allaient chercher leurs choux, etc. Donc, c'était à proximité de la maison aussi. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui fait la particularité de ce jardin-là également. Alors, je te propose de lire, je vais lire le début de la préface qui a été écrite, comme on l'a dit tout à l'heure, par Didier Détouche. Alors, il dit la chose suivante: l'histoire des jardins dans le monde est ancienne et vaste. Pour comprendre l'évolution du jardin, il est souvent intéressant de se pencher sur son passé. Le tout premier jardin célèbre en France était un jardin qu'on nomma le potager du roi. Le roi Louis XIV l'avait fait créer pour des finalités de rayonnement politique et culturel de son château de Versailles, avec notamment la présence de quelques rares plantes et arbres et fruitiers tropicaux. Donc effectivement, on se rend compte que euh, la définition quelque part de jardin, contrairement à la nature, c'est qu'il y a l'action de l'homme. Ta particularité, c'est que tu proposes de cultiver donc des jardins en pot, comme l'indique le titre de l'ouvrage. Alors pourquoi tu as choisi cette technique? Qu'est-ce qui l'a motivé? Et selon toi, en quoi c'est révolutionnaire? Alors, il faut savoir que quand moi je suis arrivé en Guadeloupe, j'entendais les gens dire qu'ils n'ont pas beaucoup de surface et qu'ils aimeraient effectivement planter. Alors je me suis dit, oui, donc en Guadeloupe, tout pousse. Je ne vais pas dire que tout fructifie, mais tout pousse. Et quand j'ai vu avec la facilité à laquelle on pouvait faire des arbres fruitiers, des aromates, un certain nombre de végétaux, je me suis dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à causer de ce côté-là. Mais ce qui a vraiment déclenché cet engouement-là, en fait, ce sont les plantes médicinales. C'est-à-dire que j'habitais chez ma maman et je voyais qu'elle avait plein de plantes médicinales et je voulais absolument créer une petite collection. Donc ça recommençait comme ça, et en les mettant en pot, parce que comme j'étais en transit chez elle, c'était pour dire que je récupère aussi mes affaires pour pouvoir les emmener dans ma nouvelle demeure. Ensuite, j'ai vu chez elle également deux petits arbres qui, par exemple, c'était un cerisier et un goyavier, mais qui faisait 10 cm, 15 cm, et qui avait des fruits dedans. Et c'est ça qui, en fait, qui a tout déclenché en moi. Et à partir de cet instant-là, j'ai commencé à planter, en vue d'un futur déménagement, j'ai commencé à planter effectivement pas mal d'arbres fruitiers, enfin quand je dis pas mal, une dizaine à peu près à l'époque. Et le jour de mon déménagement, j'ai tout récupéré pour emmener dans ma nouvelle demeure. Et là, c'est comme un virus en fait, hein. C'est-à-dire, en fait, on arrive, on a 10,
Ben, puis on a 12, on a 15, et pour arriver à ce fameux jardin où il y a plus de 150 arbres fruitiers. Donc voilà, donc c'est tout ça qui m'a amené à créer ce jardin-là, d'autant plus que ce concept-là, il est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on peut aussi avoir des fruits beaucoup plus vite que si c'était en pleine terre. Ça par Le stress le stress hydrique. hydrique. Justement, j'allais te poser la question, mais j'aimerais bien que quand même que tu me dises en quoi c'est révolutionnaire cette technique. Parce que moi, quand j'ai lu ton ouvrage, je me dis, bon, je t'avais déjà écouté de nombreuses fois, notamment au moment donc, où on était en pleine période Covid. Tu as donné quand même pas mal de conseils à ce moment-là. En quoi peut-on dire que cette technique est révolutionnaire? C'est révolutionnaire dans le sens où on peut mettre énormément de plantes sur une petite surface. C'est dans ce sens-là que c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que euh, sur... Donc même sur un balcon, des gens qui habitent en absolument, appartement, absolument. Voilà, sur une petite surface comme ça, on peut même mettre des pots. absolument. Et par exemple, pour les gens qui sont en HLM, ils peuvent minimum mettre un citronnier. Le citron, c'est un arbre effectivement qui peut porter très très rapidement. Alors je vais quand même préciser quand même une petite chose quand même, hein, parce que le citron pays est un petit peu plus long, mais la lime de Tahiti, en 3-4 mois, on peut déjà avoir des fleurs et au bout de 6 mois, on peut déjà commencer à manger des fruits. Donc D'accord. c'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, c'est vrai que dans un HLM, on ne va pas mettre des pots de 90, on peut mettre des pots de 50 litres, par exemple, hein. Donc, ça peut aller effectivement Sur un sur un balcon. balcon, voilà. Moi, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, et puis j'avais déjà aussi visité ton jardin, quelque part, c'est une contrainte pour les arbres fruitiers d'être dans des pots comme ça. Est-ce que ce n'est pas une contrainte douloureuse? Alors, je pense à tous ces défenseurs de la nature. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait t'attaquer pour, non pas une souffrance animale, mais une souffrance au niveau de la nature et des plantes? Et justement, est-ce que tu peux définir le stress hydrique pour celles et ceux qui nous Oui, écoutent tout et à nous fait. regardent? Alors, le sas, c'est qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui existe dans la nature, hein. C'est-à-dire que lorsque nous avons une période de chaleur extrême, de sécheresse, ben, qu'est-ce qui se produit? Ben, c'est que les arbres entrent en stress. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, si on estime que le fait que ce soit un pot, c'est stressant pour la plante, dans la nature, ça existe également. Donc, pour moi, c'est pas une référence. Donc on ne peut pas t'attaquer Ah comme non, étant ah non. quelqu'un qui maltraite. Mais dans ce cas-là, c'est comme si, parce que moi, mes plantes, je les soigne, je les Tu caresse, les je les bichonnes. embrasse, je les arrose. Donc, je suis certain même qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui font autant de bien à leurs plantes que moi. Donc, non, maltraiter, non. Donc le stress hydrique permet une pousse plus rapide. Alors, c'est Non? pas la pousse, hein, c'est surtout la fructification. D'accord. C'est-à-dire que la plante arrive à un moment donné, lorsqu'il va lui manquer vraiment de l'eau, la plante va dire, tiens, ben, je vais mourir et je vais mettre en place tout de suite un processus pour pouvoir me donner une descendance. Et cette descendance-là, ben, comment ça va se faire? Ça va passer par la fleur, donc le fruit, les graines, et ensuite la plantation, puis le cycle Il recommence. recommence. Je vais donc lire quelques lignes que tu as écrites. Alors, tu dis, de plus, le jardinier peut optimiser son espace, l'organiser à sa guise et offrir à chaque plante le meilleur emplacement pour son bien-être. Par rapport à une plantation en pleine terre, la fructification est accélérée en raison du stress hydrique, ce qui permet de gagner 1 à 5 ans selon les variétés de plantes. Car le manque d'eau par la plante est considéré par elle comme une mort annoncée, comme tu le précisais tout à l'heure, et de ce fait, elle met en place toute une stratégie pour assurer sa descendance. Je vais sauter quelques passages et tu conclus, ainsi va le cycle de la vie entre le monde végétal et le monde animal. Donc effectivement, pas de maltraitance. Non. Alors, justement, cette technique-là, notamment les connaissances sur le stress hydrique, ce sont des choses dont tu avais déjà entendu parler ou c'est le fruit de tes recherches en fait? Alors, c'est le fruit de mes recherches, hein.
J'avais déjà entendu parler, mais je survolais ça en fait, hein. Mais c'est vraiment le fruit de mes recherches. Donc en fait, qu'est-ce qui t'a poussé justement? Pourquoi tu t'es dit, eh bien tiens, est-ce que c'est parce que tu as eu peur qu'on ne te juge que tu t'es dit, parce que quand même dans ce livre, on trouve, il est très pédagogique, on trouve effectivement des précisions très millimétrées. Est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas être accusé de dire des choses qui ne seraient pas justes? Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, je sais que je serai attendu, puisqu'il faut rappeler que je suis un autodidacte, hein. Donc, et quand on est en autodidacte, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas toutes les informations peut-être qu'on devrait avoir. Nous allons te retrouver tout à l'heure. Euh, Nous allons passer à une rubrique que j'appelle la rubrique hommage. Aujourd'hui, dans la rubrique hommage, nous allons parler d'une poétesse qui, selon moi, est très mal connue. Elle s'appelle Jeanne de Kermadec. Elle a écrit un ouvrage qui s'intitule Feu du soir, suivi de Refuge poétique. Jeanne de Kermadec, poétesse du souvenir et de la douleur. Autour des années 60, Jeanne de Kermadec a été l'une des figures majeures de la littérature guadeloupéenne. Poétesse éminente, elle a su se distinguer dans des concours prestigieux de poésie. En 1966, elle publie Feu du soir, suivi dans le même recueil de Refuge poétique. Après avoir été admirée, sa poésie a sombré dans l'oubli. Le 21 juin 1993, la municipalité de Morne-à-l'Eau, l'équipe éducative et l'association des parents d'élèves l'ont honorée en inaugurant l'école Jeanne de Kermadec, située rue des Écoles. Aujourd'hui, hélas, peu de gens connaissent cette poétesse. Or, ses textes méritent vraiment d'être lus et étudiés. Mais qui est Jeanne de Kermadec? Née à Petit Canal le 9 février 1873, Jeanne de Kermadec est la cadette et l'unique fille d'une famille de 3 enfants. Passionnée par tout ce qui est intellectuel, elle voue un amour immodéré à la lecture et à 11 ans, elle écrit ses premiers vers. Quelques années plus tard, M. Julien Alexis, séduisant facteur des postes de la commune de Morne-à-l'Eau, tombe amoureux d'elle. Leur amour est réciproque. Mais n'étant pas de la même condition sociale qu'elle, les parents de Jeanne s'opposent à ce mariage. Dans les années 1900, à l'insu de tous, elle renoue avec son ancien amoureux. Elle tombe enceinte et c'est le scandale. Être fille-mère est un déshonneur. Son écriture est marquée par ce drame. Oh, ce mal fascinant d'une attente terrible qui s'empare soudain d'un malheureux cerveau, vous criant éperdu, le miracle est possible. Remerciements appuyés à Sophie Berthelot et à la famille de Kermadec. À bientôt. On va poursuivre. Quel est l'impact de cette technique, donc le fait de planter en pot? Quel est l'impact de cette technique sur l'alimentation? Est-ce que cette technique du fait de planter en pot favorise ou facilite la diversification alimentaire? Et dernière question, est-ce qu'elle limite, cette technique, l'impact du chlordécone? Absolument. Alors, je vais commencer par la dernière question, Sur le chlordécone? par la chlordécone. C'est-à-dire que il faut savoir que les gens souvent me posent la question, où est-ce que je peux avoir de la terre végétale? Alors, je rappelle quand même ce que c'est que la terre végétale. La terre végétale, c'est la terre qu'on a sous nos pieds, qui est à peu près entre 10 et 15 centimètres, hein. D'accord. Voilà, donc c'est cette terre-là qu'on appelle la terre végétale. On peut l'appeler aussi la terre grasse. Et d'ailleurs, lorsque les terrassiers viennent faire une maison, ils prennent toujours cette terre-là qu'ils vont mettre à part.
pour pouvoir le D'accord. remettre ensuite sur la surface où ils ont damé, voilà, pour que votre gazon puisse repousser très facilement. Parce que sinon, vous n'avez pas de gazon. Voilà. Donc voilà, c'est ça le problème en Guadeloupe, du fait que nous avons ce problème de chlordécone. Donc j'ai demandé à toutes les personnes qui vendent de la terre de ne pas introduire de la terre où la chlordécone n'a pas été semé. Semé. Voilà. Donc, quand moi je donne une adresse, je suis sûr que la personne qui va chercher cette terre-là, c'est vraiment de la terre qui est non chlordéconée. Mais ceci dit, il faut savoir quand même que la chlordécone n'a pas non plus un impact sur les arbres fruitiers, parce que la chlordécone reste au sol. C'est-à-dire que ça va concerner Ça ne monte pas dans uniquement, les arbres. voilà, ça ne va pas monter dans les arbres. Donc, il ne faut pas non plus faire un faux procès aussi au truc, hein. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème, hein, mais je veux dire, il ne faut pas faire un faux procès, puisqu'en fait, tous les arbres fruitiers, pour moi, sont sans chlordécone, en principe. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Est-ce que cette technique a tendance à favoriser ou à développer la diversification alimentaire? Oui, absolument, puisqu'en fait, ne serait-ce que si je prends mon jardin, ben, il y a les fruits de. Lorsque je fais une conférence, mais lorsqu'on regarde le planisphère, il n'y a pas un endroit de la planète qui n'est pas coché. Donc ça veut dire que nous avons quand même une très très belle diversité d'arbres fruitiers dans notre pays, ce qui n'est pas le cas nécessairement ailleurs. Donc effectivement, nous avons la possibilité d'avoir cette diversité très très facilement, puisque le fait, comme j'ai expliqué, le fait de planter un pot, on gagne énormément de place par rapport à une plante qui serait plantée en pleine terre. Donc, on peut avoir effectivement une diversité qui, pour moi, est exceptionnelle. Favorise donc une alimentation plus variée. Absolument. Parle-nous maintenant dans l'entretien des arbres en pot. Quelles sont les pires choses à éviter ou au contraire, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Bon, on va pas trop dévoiler parce que je rappelle qu'il faut vraiment acheter ce livre, mais qu'est-ce qui serait conseillé de faire et qu'est-ce qu'il faudrait selon toi éviter? Il faut savoir que la colonne vertébrale de la plantation en pot, c'est le substrat. Est-ce que Donc, tu peux nous développer voilà, un petit peu le la notion de substrat, ben, substrat? ce sera tout un mélange de substrats différents, c'est-à-dire de la terre végétale, le terreau, du sable et la toute dernière nouveauté, la perlite. La perlite, vite fait, c'est de la roche volcanique expansée, c'est-à-dire qu'on a fait chauffer à 1200 degrés, donc on a D'accord. enlevé l'eau et on a broyé. Et franchement, c'est un truc de malade pour les plantes en pot. Donc franchement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que 80% des Guadeloupéens ne connaissent pas, enfin ne le connaissaient pas. Parce que maintenant, effectivement, avec le livre, ils vont connaître. Et dans mes conférences, j'en parle. Parce qu'en fait, dans cette perlite, on trouve énormément d'oligo-éléments pour les plantes. Donc voilà. Donc ça, lorsqu'on a tout ce mélange de substrats, déjà la plante est déjà prête à pouvoir se nourrir très facilement. D'accord. Donc déjà, 90% des plantes tropicaux vont trouver leur nourriture pour pouvoir avoir une belle croissance. Voilà, donc ça, c'est la colonne vertébrale. Ensuite, il y a les astuces. C'est vrai que la deuxième chose, parce que je dis souvent, s'il y a un secret, c'est l'arrosage. Parce qu'en pot, c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'eau que si c'était en pleine terre. Voilà, donc cette partie-là, il faut savoir qu'une plante qui a des fruits n'a pas nécessairement besoin de la même quantité d'eau qu'une plante qui n'a pas de fruits. Un D'accord. exemple concret, hein, par exemple, dans mon jardin, j'ai des citronniers qui peuvent avoir 200 citrons. Là, c'est 11 litres d'eau, Ah, quand par exemple. même. Ah oui, puisque sinon, on a des citrons qui viennent comme Ils les sont citrons secs. qui sont secs. Donc voilà, donc, si on veut vraiment avoir des citrons avec du jus, il faut apporter de l'eau. Voilà. Alors qu'une plante qui n'a pas de fruits, on peut mettre 1 litre d'eau. Donc ça suffira pour cette plante-là. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, ben, il faut nourrir aussi la plante. Alors, c'est vrai que, comme je ne suis pas sectaire, j'ai donné la possibilité aux gens
d'utiliser deux types d'engrais, soit des engrais organiques, soit des engrais minéraux. Voilà. Donc, ceux qui veulent aller vite vont utiliser l'engrais minéral et ceux qui veulent aller dans le rythme du temps vont aller sur l'engrais organique. Et effectivement, donc, avec ces deux engrais-là, de toute manière, enfin deux types d'engrais, chacun va trouver ce qu'il désire. Parce que souvent, les gens me disent ouais, je préfère utiliser de l'engrais organique pour mes plantes. Est-ce que tu es dans cette démarche de protection quand même, même si c'est en pot, mais donc de protection des sols, de protection de ce que l'on va consommer? Est-ce que toi aussi tu mènes cette lutte contre les pesticides, c'est-à-dire ne pas utiliser donc de pesticides chimiques, mais au contraire de se nourrir de ce que la terre peut justement produire? Est-ce que tu es plus dans cette démarche-là Alors, ou... moi, c'est un petit peu particulier, mais je vais expliquer cette partie-là, hein. Il faut savoir que les engrais qui sont apportés, effectivement, ce sont des engrais qui viennent de l'extérieur. Pour l'instant, on n'a pas de possibilité de faire des engrais chez nous. Je parle des engrais, même organiques, il y a très peu de personnes qui font ça pour pouvoir les vendre. Il y a peut-être une ou deux personnes comme ça, D'accord, mais pas énormément de gens. Voilà. Donc ça, effectivement, ça c'est un premier problème. Mais il faut savoir que dans mon jardin, jamais je vais utiliser des pesticides et des herbicides. très bien. Parce que ça, pour une raison qui est très simple, hein, même en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, quand moi je vais dans mon jardin, je vais prendre le fruit et le mettre dans ma bouche directement. D'accord. Donc déjà, rien que ça, il n'y aura jamais de pesticides et ni d'herbicides dans mon jardin. Donc ça, c'est interdit dans mon jardin. C'est vrai que moi, je parle plutôt lorsque je parle de culture, je parle de culture raisonnée. Parce que, par exemple, les gens disent, oui, je vais faire du bio. Il faut savoir que le bio, selon la réglementation européenne, le bio ne peut pas être hors sol. Or, lorsqu'on met des choses en pot, c'est du hors sol. Voilà. Donc, moi, je préfère parler comment dire, de culture raisonnée. Et c'est beaucoup plus sain de parler de cette manière-là. Parce que la culture bio, c'est vrai que c'est une culture qui demande énormément d'efforts, parce que les gens pensent que c'est simple. D'ailleurs, si les prix de ces produits-là sont plus chers, C'est parce c'est qu'effectivement, tout ce qu'il qu'il y y a a quand même autour. énormément de choses qui tournent autour, donc d'efforts qui tournent autour. Donc voilà. Mais voilà, moi je parle de culture raisonnée. D'accord. Voilà. Nous sommes dans ton merveilleux jardin. Hein, je suis en train de le regarder. Je trouve que c'est vraiment magnifique ce que nous y voyons. Alors, tu as nommé, me semble-t-il, après ce que j'ai vu dans ton livre, tu as nommé ce jardin Rêvons. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, Rêvons, pourquoi ce nom, tout d'abord? Alors, le nom Rayvon, en fait, c'est une contraction de deux prénoms, en fait, hein. C'est Ray pour Raymond, ma maman, et Yvon. Donc, voilà, ça tombait bien. Voilà, donc c'est cette contraction-là. Et en Parce même que temps, ça fait Rêvons. voilà, ça fait rêver aussi. Et c'était pour rendre un hommage aussi à ma maman, parce que c'est beaucoup sacrifié pour nous. Euh, et euh, et c'est vrai que pour moi, c'était un minimum pour pouvoir lui rendre un hommage par rapport, comment dire, à mon concept. Combien de temps t'a-t-il fallu pour que ce jardin soit aussi magnifique? Alors, Parce que quand même, tu as à peu près combien d'espèces, combien d'arbres as-tu planté dans ce il jardin? y a plus de 150 arbres fruitiers hein, dans le jardin, puisque j'ai arrêté de compter à 150. Donc, il y a plus de 150 arbres fruitiers dans le jardin. Et D'accord. Et il t'a fallu combien de temps pour que... voilà. Pour arriver à ça, c'est quand même, puisque moi j'ai commencé ça en 2010, donc ça fait 13 ans, hein. Donc là, effectivement, au bout de 13 ans, ben, ça donne ça, quoi. Mais voilà. Nous arrivons pratiquement vers la fin de cet entretien. Dans quel but as-tu écrit cet ouvrage et que représentent pour toi les notions de transmission et de pédagogie? J'ai écrit ce livre-là parce qu'en fait, souvent dans mes conférences, les gens me disaient, Yvon, il faut que tu laisses une Trace. trace. Et c'est vrai que je me disais, ouais, ouais, mais je ne me voyais pas trop dans l'écriture.
j'écrivais déjà quelque chose, hein, j'étais sur autre chose, mais là-dessus, je sais pas. Et puis un soir, comme ça, je me suis dit, tiens, allez, on y va. C'était 22 heures, je me suis dit, ok. Et en fin de compte, ça venait tellement facilement. Ben, quand je regarde là, il était déjà 3 heures du matin. Donc voilà, et puis le lendemain, comme j'étais vraiment emballé, j'ai dit, ok, ben, on va continuer. Alors, c'est vrai que la structure, ça a été assez simple, hein, mais la finition, waouh, ça a été beaucoup plus long. C'est Voilà. souvent ça, oui. Et c'est vrai que c'était quand même un petit peu. Alors, le livre a été aussi fait pour, de telle manière que ce soit très pédagogique, comme tu l'as souligné à plusieurs reprises, parce que je voulais que ce ne soit pas un livre ennuyeux. Quand tu l'ouvres, ben, tu as des images, tu n'as pas nécessairement besoin de lire pour comprendre ce que j'apporte comme renseignement. Alors justement, je montre à la caméra effectivement que c'est un livre dans lequel on trouve beaucoup d'illustrations, d'accord? Et justement, ces illustrations, sans doute, facilitent-elles l'aspect pédagogique parce que tu expliques à l'aide d'images, effectivement, tu expliques et tu donnes des conseils de manière très très précise. Mais alors, la notion de transmission, de pédagogie, pourquoi c'est important pour toi? Nous mangeons 3 fois par jour. Je pense que s'il y a quelque chose d'essentiel dans la vie, c'est de se nourrir. Et notre jeunesse, malheureusement, part en vrille. C'est-à-dire qu'en fait, nos enfants ben, n'ont plus cette notion de mettre la main à la terre. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs, des enseignants qui m'ont demandé de venir faire des jardins en D'accord, pot. Et à partir de ça, je me suis vraiment intéressé aux enfants, puisqu'en fait, les enfants, c'est l'avenir. absolument. Donc, on ne peut pas, comment dire, bâtir une nation si on n'éduque pas nos enfants comme il faut. Et effectivement, ce livre-là, effectivement, où je parle effectivement de l'enfant frigo, hein. C'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'aller dans le frigo, puisqu'à mon époque, lorsque nous, on voulait manger quelque chose, Vous alliez dans la ben, nature, dans le jardin. il fallait aller dans le jardin pour pouvoir manger ses fruits ses fruits. Donc, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que j'ai dit, voilà, je souhaite vraiment apporter ma pierre à l'édifice, parce que souvent les adultes disent, ouais, mais la jeunesse ne fait rien. Mais moi, la question que je pose à ces adultes, vous, qu'est-ce que vous avez fait Pour que, pour voilà. ces enfants-là? Donc voilà. Donc moi, c'est aussi, comment dire, un combat, hein. Et je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais c'est vrai qu'à mon rêve là, c'est de créer un jardin unique au monde à l'université. C'est de verdir l'université uniquement avec avec des arbres fruitiers. Et le travail a commencé timidement, mais on entendra parler certainement. Alors, je vais lire donc dans le chapitre consacré aux perspectives, tu dis la chose suivante: la plantation en pot a un avenir très prometteur. Les surfaces cultivables étant de plus en plus restreintes, ce concept a le vent en poupe. Les populations désireuses de manger plus sainement veulent désormais cultiver leur propre jardin. Et cela me fait penser donc à cette phrase du roman de Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Alors, il ne parlait pas forcément du jardin au sens premier du terme, mais en même temps, on peut y voir une corrélation. Aujourd'hui, jardiner devient une thérapie dans un monde en proie à un stress permanent. Alors, ton ouvrage s'achève sur une postface très élogieuse, comme la préface d'ailleurs. Cette postface a été faite par ton frère, Henri-Joseph. Euh, j'ai trouvé effectivement que c'était une postface élogieuse et j'ai noté qu'il a vraiment pris le temps de lire parce qu'il détaille point par point tout ce tout ce qui lui a plu dans cet ouvrage. Alors, l'amour de la nature, de son jardin, permet-il, selon toi, de créer davantage d'harmonie entre les humains? Et ma dernière question sera, quel est le message que tu souhaites délivrer en ce début d'année? C'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de frissons quand j'ai lu ce post-face.
Et il y a plein d'autres choses qui se sont fait derrière, hein, où j'ai eu des larmes aussi, parce que, comment dire, mon frère, nous sommes une fratrie de 5, hein, et nous sommes comme les 5 doigts de la main, hein. Nous sommes vraiment très, très unis autour de notre mère et de nos familles respectives. Et là, c'est vrai que j'étais vraiment très, comment te dire? Touché, Très ému, touché, très ému. bouleversé même. Ah oui, par rapport à ce qui a été écrit. Et je suis vraiment un homme heureux parce que je me dis, j'ai pu voir ça de mon vivant quand même. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas souvent on voit autant des choses élogieuses vis-à-vis de soi. C'est souvent lorsqu'on est Plus mort, quand l'on décède, c'est vrai. voilà, qu'on entend ça. Voilà. Alors concernant ce que Message. que le message que je vais laisser donc pour notre population, mais c'est que aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation qui est très délicate. La guerre est partout. Et c'est vrai que mon frère, d'ailleurs, qui disait souvent, quand bateau la pique est rentré, c'est là le problème qui est un problème. Donc, si on ne veut pas arriver à ce que chacun aille chercher chez le voisin ce qu'il avait planté, parce que lui, il avait déjà imaginé que le bateau ne rentrait pas. Mais ce que je peux dire aux gens, en fait, commencez déjà à planter pour que demain, nous ne puissions pas nous entretuer parce qu'il y en a un qui a planté et que l'autre n'a pas planté. Voilà. Donc ça, c'est cette image peut-être que je souhaite laisser pour cette année qui commence. Et je souhaite vraiment que les gens prennent conscience que si ils veulent manger sain aussi, mais c'est de planter. Parce qu'on peut utiliser, comme je disais, soit de l'engrais organique, soit de l'engrais chimique, mais au moins vous savez ce que vous avez mis dedans. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas non plus des tonnes de fertilisants dans mes arbres. Je mets, ça représente 4 poignées par an. Je veux dire, c'est pas non plus des tonnes comment dire, d'engrais. Donc voilà. Donc moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que la population se prenne en main. Parce que, mais je pense quand même, hein, il y a, plus ça va, plus j'entends les gens dire, Prise de oui, il conscience. y a une prise de conscience qui se fait. Et je me dis, le combat n'est pas perdu. Je pense que vraiment, nous allons pouvoir effectivement mettre en place des stratagèmes pour que nous puissions pouvoir manger ce que nous plantons. Et rester unis. Nous allons maintenant passer donc à notre dernière partie. Nous allons retrouver notre invité, Yvan Joseph, qui nous parlera d'un lieu qui lui est cher. Comme nous avons pu t'écouter, nous avons pu savoir à quel point tu es proche de la nature, à quel point cette nature t'est chère. Mais alors, est-ce qu'il y a un lieu en Guadeloupe qui évoque pour toi quelque chose de particulier? C'est la Pointe des Châteaux, parce que Pourquoi? parce que c'est le début et le commencement de la Guadeloupe. Waouh! Voilà, Début et commencement de la Guadeloupe, oui. voilà. Est-ce que c'est aussi l'élément marin? Est-ce que c'est aussi ces falaises qui sont battues comme cela par le vent? Parce que ça souffle quand même pas mal. Pourquoi effectivement cet élément qui pourrait sembler un peu aride, hein, parce que quand on regarde un petit peu les falaises, elles sont quelque peu arides. Qu'est-ce qui te plaît? Pour moi, c'est un endroit mythique, parce que je suis né à Gourbert, donc quand même un petit peu loin, Assez éloigné. assez éloigné. Et lorsque nous étions enfants, on rêvait de partir à la Pointe des Châteaux. On entendait parler, mais on ne pouvait pas, puisqu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Et lorsque moi j'ai eu la possibilité d'aller à la Pointe des Châteaux, je me suis dit, waouh, c'est magique cet endroit. Et figure-toi, ben, comment j'ai connu ma compagne, ben, tous les samedis, nous allions à la Pointe des Châteaux manger au restaurant et à la fin du repas, ben, on allait se promener sur les falaises. On faisait énormément de photos, hein. Et, et pour moi, c'est un endroit qui me rappelle l'amour aussi. C'est comme si c'était un recommencement. Voilà, c'est un recommencement perpétuel de l'amour
entre elle et moi chaque fois que je vais là-bas, quoi. Parce que, et c'est pour ça que j'aime cet endroit-là. Et quand moi je regarde à l'horizon et je vois par exemple la Désirade qui est, qui est magnifique hein, lorsque le temps le permet, pour moi c'est un endroit mythique et j'aime beaucoup cet endroit-là. Yvon, nous te remercions énormément de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle effectivement que ce livre-là, Comment cultiver son jardin en pot sous les tropiques, donc ouvrage qui vient de sortir, publié aux éditions Negmaron. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'il y a déjà des séances de signature prévues ou est-ce qu'on peut trouver ton ouvrage? Il y a eu déjà des séances de signature, hein, c'était déjà à Jura Tradition. D'accord. Il y en aura plein d'autres, hein, puisqu'en fait, il y en a, je crois que c'est le 29, je crois, De ce mois? de ce mois D'accord. à Vieux Habitants, parce que Alex Nabis Oui, m'a dit, Yvon, il faut que je fasse quelque chose pour toi aussi. Donc à d'accord. la bibliothèque, il y aura quelque chose de là. À Gomandolé aussi, dans l'endroit où je suis né. Mes amis de mon enfance vont faire quelque chose au mois de le 19 normalement, le 19 janvier. Il y a aussi Qui sont les nuits de la lecture d'ailleurs, hein. Le 19 janvier est consacré aux nuits de la lecture. voilà. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont tourner autour de ce livre-là. Et c'est vrai, il y a beaucoup de bibliothèques qui vont m'inviter. Ils m'ont déjà dit, bon, on n'a pas arrêté de date, mais D'accord. qui vont m'inviter pour faire des séances de dédicace. Et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Normalement, oui. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je rappelle effectivement que vous pouvez vous procurer ce livre dans toutes les bonnes librairies. Comment cultiver son jardin en pot sous les tropiques, écrit par Yvon Joseph, publié aux éditions Negmaron. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.